Les néolithiques de Carnac et des rives du Morbihan ont laissé derrière eux une quantité de pierres gravées inégalée en Europe. Exceptionnel par son ancienneté et sa qualité, cet art rupestre permet d'accéder de manière privilégiée à la pensée de ces sociétés du 5e et du 4e millénaire avant notre ère. Des gravures ont été découvertes dans des tombeaux, mais aussi sur des pierres dressées en plein air et des rochers naturels. Que signifient ces symboles ? Leur décryptage est un véritable défi pour les archéologues qui cherchent à comprendre ces sociétés exceptionnelles du néolithique moyen. La photogrammétrie numérique a permis à l'archéologue Serge Cassen d'enregistrer des monuments entiers, littéralement des kilomètres de gravures. Le recensement des signes détectés lui a permis de constituer un corpus où reviennent principalement des images d'armes comme les haches ou les bâtons de jet, de grands animaux comme l'auroch ou le cachalot, de bateaux dotés d'équipages, d'ondes marines ou encore d'arc-en-ciel. La concentration des monuments gravés sur les rives du golfe du Morbihan a longtemps focalisé l'attention. Mais les archéologues ont récemment révélé dans d'autres zones une densité de gravures jusqu'ici insoupçonnée. Bon nombre des stèles dressées dans les grands alignements étaient autrefois ornées. Ici, on est sur les alignements de Carnac. On a une stèle très intéressante parce qu'elle est à sa place d'origine. Il y a des tracés très effacés qui sont apparus. C'était une opération commanditée par le service régional de l'archéologie à la DRAC Bretagne qui consistait à faire une fiche d'identité de chaque menhir et une description de tous les signes qu'on pouvait trouver dessus. Et puis j'ai eu de la chance, j'ai eu sans doute à ce moment-là un éclairage qui a permis de les voir. Les tracés sont vraiment extrêmement effacés, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de les voir à l'œil nu. Il faut vraiment un éclairage très rasant pour pouvoir les apercevoir. Il y a une ligne horizontale qui fait le tour du sommet du menhir. Et puis en dessous, vous avez une figure quadrangulaire, là aussi qui est bien connue du registre des signes gravés, qui sont interprétés pour le moment comme des limites d'espace qu'il est difficile de définir. On ne peut pas dire parcelle ou territoire, on ne sait pas. En tout cas, c'est des limites des espaces. Et cet espace est subdivisé par plusieurs cartouches très géométriques, quadrangulaires. Donc on a eu de la chance de repérer ce grand motif quadrangulaire avec une espèce de dissymétrie et un grand tracé ici qui ceinture le sommet de la stèle. Cela nous laisse entendre aussi toutes les stèles pour lesquelles ces tracés ont probablement disparu parce que dès l'instant où le signe n'est pas assez profond, une gravure là-dessus peut entièrement disparaître en quelques siècles. Il nous manque probablement beaucoup de signes pour établir la scène originelle. On retrouve une forme quadrangulaire dans la mythologie, dans l'iconographie carnassienne, dans plusieurs tombes à couloirs. D'ailleurs, parfois, au lieu d'être orienté avec une ligne de base parallèle au sol, ça peut être légèrement oblique et volontairement oblique par le fait même du graveur. Donc là, il y a une idée intéressante que l'on retrouve à Kermaillard, où un motif quadrangulaire comme ça est en quelque sorte poussé par un bateau qui arrive sur le côté. Donc le bateau, représentation d'un élément mobile tourné vers la mer et cet espace terrestre. Est-ce que c'est un espace du territoire? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est une île? Peu importe, c'est un espace terrestre, cette figure quadrangulaire. La stèle de Kermaillard est située sur la presqu'île de Ruisse, qui délimite le golfe du Morbihan à l'intérieur de la baie de Quiberon. Non loin se trouve l'un des 3 plus grands tumulus de la région, le tumulus de Tumiac. Dans une anse voisine, les archéologues ont découvert pas moins de 300 petits monolithes, suggérant que la stèle de Kermaillard s'intégrait autrefois dans un grand alignement. Les stèles gravées étaient alors bien visibles de tous, à la manière de monuments publics porteurs d'un message à l'attention des visiteurs. Sur l'autre face de la stèle de Kermaillard, les archéologues ont aussi retrouvé une des grandes figures de cette culture, le cachalot. Cet animal marin, que les néolithiques ont pu observer dans l'Atlantique, a joué un rôle de première importance dans leur imaginaire. C'est bien entendu le représentant le plus sauvage et le plus grandiose de la nature. C'est parmi les grands cétacés en plus celui qui est le plus agressif. C'est la seule baleine à dents.
Cet animal peut être un emblème d'une partie de la société, de même que dans certaines sociétés du nord-ouest américain, certains totems reproduisent des animaux, des objets, des phénomènes atmosphériques qui sont autant de représentants des parties de la société. Une stèle surmontée par un cachalot se dressait à Locmariaquer, dans l'alignement du grand menhir, lui-même orné de cet emblème. Ce colosse de 21 mètres, la plus haute stèle du néolithique, est aujourd'hui brisée, mais on distingue encore l'emplacement de l'alignement. Des stèles de cet alignement ont été réemployées des siècles plus tard dans des tombes à couloirs comme la Table des Marchands ou à Gabrinis, célèbre pour sa profusion de gravures. Pour décrypter des monuments aussi complexes, chaque ligne a son importance. Les archéologues de Karnak passent par l'expérimentation pour étudier l'ordre des tracés, le temps nécessaire, les techniques utilisées et peut-être percer les intentions des graveurs. Au fil des ans, Cyril Chéniaud et Marie Wurtsch ont ainsi reproduit plusieurs grandes dalles avec les outils disponibles au néolithique. Les stèles étaient probablement en grande majorité gravées à plat avant d'être verticalisées. Il nous faut grosso modo une demi-heure à 1 heure pour préparer un carré de 10 cm de côté. Et là-dessus, il nous faut 1 à 2 minutes pour réaliser 1 cm de gravure en creux linéaire. En tout cas, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est qu'on se retrouve avec un ensemble, un corpus de signes gravés qui est parfaitement cohérent à l'échelle du territoire, puisqu'on retrouve des signes identiques à plusieurs kilomètres. Il est de toute évidence que ces images renvoient à des cosmogonies, des mythologies, et participent d'un discours graphique parfaitement cohérent qui était lisible, compréhensible à leur niveau. Si ce système social avait perduré, peut-être qu'on aurait pu basculer vers une forme d'écriture. Ce système de représentation révèle une culture très élaborée, tournée vers la mer. Les néolithiques utilisaient des bateaux pour transporter des stèles d'un rivage à l'autre, également pour acheminer des objets précieux depuis la péninsule ibérique. Au cœur du golfe, sur l'île aux Moines, se trouvent plusieurs monuments remarquables, des ouvrages de stèles et des tombes à couloirs. Sur les stèles du domaine de Penap, des figures emblématiques de cette société de marins ont été découvertes. Un cachalot avec son souffle caractéristique a été identifié. Sur l'autre face de la stèle est apparu un grand signe, plus rare, que Serge Cassen est parvenu à décrypter. J'ai décidé qu'il fallait revenir à des fondamentaux et à la description des unités graphiques. Et pour cela, j'ai rapproché cette figure de celle-ci. Puisqu'on a les deux faces avec le cachalot ici, et ce qui est commun entre les deux, c'est cette boucle étirée vers le haut qu'il faut probablement interpréter de la même manière. Donc si c'est un souffle de cétacé ici, est-ce que c'est un souffle des cétacés là? Ou est-ce que c'est une autre figure, une autre entité? Donc pour intégrer le maximum de données que sont les protubérances circulaires et les lanières, eh bien on est allé reprendre le corpus d'origine. Là on a Manirutual, Runesto, Penap, Gabrinis, Krugeluc et Teven. Celle que l'on a découverte sur la dalle de couverture de la tombe de Runesto est assez représentative. Et là on retrouve très très bien ces grandes entités graphiques, les lanières, les protubérances latérales circulaires et le souffle. Eh bien, si ce n'était pas un cétacé, il fallait se tourner vers la proie favorite du cachalot. J'ai proposé d'y voir le souffle du calmar et surtout le grand calmar. Et là, il est intéressant de voir sur une représentation du XVIIIe siècle que le souffle est bien signifié. Alors, ce n'est pas du tout une masse gazeuse comme pour les cétacés, les mammifères marins. C'est de l'eau, parce que le calmar, quand il se déplace, il utilise un siphon, et c'est la compression de l'eau qui le fait avancer. On voit bien que dans notre univers plus récent de référence, que ce soit l'époque gallo-romaine ou les logos modernes, on retrouve ces grandes entités, enfin ces grandes parties anatomiques que sont les tentacules, les yeux et le corps de l'animal qui sont ici figurés. Alors les yeux, c'est pas un hasard, le grand calmar, c'est quand même l'animal qui contient les plus grands globes oculaires du monde animal. Hein. C'est énorme, c'est 25 cm de diamètre. Alors en étant
Ici, avec la figuration du grand calmar, on est dans le même ordre de grandeur que les représentations de caprins, bovins, serpents, oiseaux. Il y a un bestiaire mythologique qui n'est pas disposé de manière anarchique sur ces scènes, sur ces panneaux, sur ces stèles, mais il y a des hiérarchies de représentation, notamment par exemple entre le cachalot et le grand calmar. L'un est toujours en position dominante par rapport à l'autre. Ce sont peut-être les représentations dans un récit plus général qui est la fondation du monde, ou la fondation d'un lignage, ou bien comment s'organise le monde, comment s'organise la vision du monde néolithique. Peut-être que dans le futur, nous arriverons à dissocier l'ensemble de ces récits. C'est peut-être une histoire dans laquelle il y a eu un héros ou un groupe humain qui peut être représenté par le cachalot qui un jour arrive de l'océan pour fonder cette société, ce monde-là.